Alors bonjour à tous et à toutes. Donc voici Leïla Ress et Marianne Dain. Donc on va faire un petit entretien. En fait, le but de cette vidéo est de parler de deux problèmes. Déjà celui du manque de traitement et de soins, de couverture d'assurance insuffisante au niveau de la santé. Et ça, on va en parler sous l'angle des maladies à Leïla. Et le second point, ça sera en fait parce que Leïla a une formation dans le domaine de la santé et en tant qu'instrumentiste en bloc opératoire, formation complémentaire qu'elle a également suivie. Elle donnera également son avis sur la gestion de la crise actuelle, la crise Covid, le manque de prévention notamment des médecins cantonaux, du corps médical et bien sûr aussi du gouvernement, les problèmes que ça pose à l'heure actuelle. Donc Leïla, je te laisse résumer, te présenter très brièvement et ensuite présenter par rapport à tes maladies, enfin voilà ton parcours en fait. Alors voilà, je m'appelle Leïla, j'ai 31 ans. Si jamais vous voudrez plus vraiment d'explications complètes par rapport à ce qu'est la maladie de Lyme et le DS, Ehlers-Danlos syndrome ou SED qui est dit en France, donc c'est deux maladies à part. Il y a eu un reportage dans l'Illustré avec Patrick Baumann, rédacteur, et Darine Vasselhoff pour la photographie. Il y a un film qui a été fait de Sonia Jiménez que vous retrouverez en lien sur les pages mutuellement en fait de Marianne et de moi quand justement la finalité sera faite. Voilà, moi je souffre de la maladie de Lyme, donc la borréliose. Qui n'a pas été traitée en fait du tout, donc je me suis fait piquer deux fois, une fois à mes 13 ans, une fois à mes 22 ans. La première qui n'était pas une zone à risque, la deuxième qui était une zone à risque. Le problème d'éthique est de plus en plus connu et d'ailleurs on a pu le remarquer pendant le Covid parce que les gens partaient pas mal en forêt. Du coup, il y a eu un peu plus de piqûres à cette période-là, parce que bien sûr, c'est des endroits où il faut des fois éviter d'aller dans certaines zones à certaines périodes avec certaines températures. C'est vrai que les tiques, c'est très spécial, donc ça met en vecteur une bactérie avec des co-infections ensemble qui font que ça peut vraiment faire une dégénérescence, on va dire, de tous les systèmes corporels, mais très à long terme, ce qui pourrait être pris en tant qu'aigu, ce qui devrait être pris en tant qu'aigu maintenant, en fait, qui prennent en charge, mais le problème c'est l'efficience de l'aigu, comment il la traite. Tout ce qui est chronique n'est pas pris en charge du tout. Moi, je suis à Lyme grâce à l'EDS, mais pas par rapport au Lyme. Parce qu'au niveau assurance, justement, c'est ce qu'on avait regardé. Marianne m'avait posé des questions au niveau des assurances, tout ce qui est traitement antibiotique, la reconnaissance des médecins qui doivent faire ultra attention, parce qu'ils sont vite sous le viseur, justement, de tout ce qui est pour finir être radié quoi. Donc c'est vrai que ça peut aller très loin. Ils ont une pression des assurances qui est assez conséquente et comme tu dis, même si c'est répertorié par rapport à la liste du Conseil fédéral dans les maladies, effectivement la maladie de Lyme est reconnue. Le problème c'est que si c'est pas en phase précoce, c'est-à-dire à plus de 6 mois on la détecte et tout, là c'est pas pris par les assurances maladie. Donc c'est... Non, c'est vraiment un parcours du combattant dans le sens où moi... Ni par l'AI. Non, alors l'AI pas du tout. Voilà. Et surtout que 10% tous les cas mondiaux montent au cerveau, donc ont la neuroborréliose qui n'est pas du tout à confondre avec l'encéphalitatique. Il y a l'encéphalitatique pour lesquels nous on a le vaccin. Il y a la borréliose de Lyme où les chiens ont le vaccin. Donc en fait, souvent les gens pensent que parce qu'ils ont le vaccin de l'encéphalitatique, ils sont absolument, c'est ok pour eux, ils peuvent aller en forêt, faire ce qu'ils veulent. Non, vraiment non. Une encéphalite, c'est une inflammation de l'encéphale, donc du cerveau. Je peux vous dire que vous la sentez et vous partez aux urgences. Ce qui veut dire qu'il y a... Ça, c'est reconnu. Maintenant, ils commencent à reconnaître aussi la maladie de Lyme. Si toutes les cases sont remplies, éventuellement on a l'antibiotique. Mais encore, il faut l'avoir parce que quand tu as mal diagnostiqué au départ, c'est aussi ce que tu dis quand tu es allé, par exemple, à 13 ans, on t'a enlevé la tique, à 22 ans, tu as justement eu le traitement, voilà. mais on l'a enlevé.
On l'a enlevé sur effet secondaire et allergique, alors qu'en fait c'était des réactions de Herxheimer, H-E-R-X. Donc quand vous prenez cet antibiotique, en général, vous êtes malade, 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 et il faut supporter ça. Et c'est vrai que c'est très, voilà, en Amérique, c'est très large les traitements. Au niveau des durées, des temps, on a quand même 35 ans de retard sur les États-Unis, malgré tout ce qu'on peut penser d'eux, par rapport au Lyme en tout cas. Alors que chez nous, tout est écourté et il y a plein de choses à faire. Part du principe qu'après quelques années, le Lyme va partir comme ça, spontanément, limite de l'organisme. Et comme tu dis qu'en fait, toi, quand tu as été finalement correctement prise en charge, c'était dans d'autres pays. C'était par exemple en Allemagne, en France, où là, ils ont pu diagnostiquer la borréliose et ensuite la neuroborréliose. Oui, exactement. Vu que dans 10% des cas, justement, ça peut virer en neuroborréliose et attaquer tout ce qui est cérébral. Tout ce qui est système nerveux. Donc chez moi, c'est bien le cas. Alors après, ce que je trouve assez fou, c'est que le diagnostic des autres pays n'est pas pris en compte en Suisse aussi. Donc ça a de la peine à... Ils ont que deux marqueurs. Ils ont que deux marqueurs sur la maladie de Lyme, alors qu'en Allemagne, on a 10 pages complètes avec les co-infections, puisqu'elle vient avec un packaging, un bonus avec, il n'y a pas qu'une bactérie. Donc voilà, je trouve aussi que là, il y a un gros manque de pourquoi la Suisse n'est pas avec les autres pays d'Europe et ne reconnaît pas les laboratoires ni les autres médecins qui sont spécifiés là-dedans. Là, pour moi, il y a aussi quelque chose... Oui, surtout pour un pays qui se prétend médicalement avancé, c'est un petit peu effectivement étonnant de voir que la Suisse a environ 30 ou 35 ans de retard sur cette question par rapport à cette maladie, par rapport aux USA notamment. Ça c'est clair. Donc ensuite, après, tu m'as indiqué prendre actuellement entre 22 et 30 médicaments par jour pour le traitement de base de Lyme, sans compter donc les réserves et traitements spécifiques périodiques que tu dois prendre en plus. Et tu m'as aussi indiqué prendre de l'hydrochloroquine ou des dérivés nécessaires en fait pour ce traitement, enfin des mêmes composantes, on va dire, chimiques qu'on retrouve dans l'hydrochloroquine, qui sont aussi disponibles dans d'autres médicaments. Et que dans un premier temps, ils étaient officieusement quand même remboursés par l'assurance maladie, mais lorsqu'il y a eu la polémique Covid, la pandémie, non seulement l'hydrochloroquine a apparemment été interdite, si je ne me trompe pas, par la Confédération dans un premier temps, puis limitée en 2021, dans un deuxième temps. Et cette hydrochloroquine n'est pas prise en charge donc par l'assurance pour soigner la maladie de Lyme, et non plus dans d'autres cas, vu qu'elle était interdite finalement ou limitée ensuite, par rapport aux polyarthrites, maladies auto-immunes, où en fait elle est pourtant nécessaire, un traitement de base quand même indispensable, ou en tout cas très fortement utile. Et il semblerait qu'il y ait eu un manque d'information par rapport à ces gens qui ont malheureusement justement des maladies auto-immunes et qui ont nécessité d'avoir cette hydrochloroquine. Et il y a eu un manque d'information, voire une information contradictoire, où il y a eu d'abord un retrait, puis une remise sur le marché de l'hydrochloroquine, mais ça a été un peu passé sous silence. Elle n'a pas été nommée du tout. Donc en fait, déjà, officieusement, je savais que l'hydrochloroquine, du fait que j'ai contact avec d'autres médecins dans d'autres pays, qui en amont ont déjà été retirés dans d'autres pays, qui m'ont informé, attention, ça va être retiré, c'est encore officieux, il faudrait vite aller s'en procurer. Quand j'ai été justement vers mon pharmacien essayer ça, tout d'un coup j'ai dit j'aimerais quand même avoir l'hydrochloroquine. Il m'a dit non mais ça devrait être bon. J'ai dit parce qu'elle va être retirée. Il m'a dit non, c'est pas possible, on peut pas retirer comme ça. Et il a cliqué, c'était bloqué. Donc en fait les pharmaciens ne pouvaient carrément, et du coup même les assurances ne pouvaient carrément au final pas faire grand chose, parce que oui, c'était pas pris en charge, vu que de toute façon en fait, la pharmacie ne pouvait carrément pas cliquer sur le bouton. Alors même que l'hydrochloroquine ne peut pas être acquise à n'importe qui dans un but préventif, ou quelqu'un qui aurait peur du Covid qui irait là, sans ordonnance, il peut effectivement... Justement. Et il y a eu certains traitements justement comme ça, mais qui sont pour des groupes de malades, comme elle vient de les nommer. C'est vraiment des groupes, on a pris groupe auto-immune, mais on peut en dire pour 15 maladies environ elle a utilisé. Et je veux dire là vraiment il y a eu un gros manque, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui en ont besoin.
Et ensuite, où sont transférés. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas retiré certains substituts du marché. Non, enfin, alors qui ont je la ne sais même pas molécule. s'ils n'ont pas eu la connaissance, ils n'ont pas été chercher plus loin, parce que c'est vrai que en mode Lyme, on a un petit peu des clashards, voilà. Donc du coup, on sait où aller chercher les sorcières et puis où prendre le balai pour aller chercher quelque chose ailleurs, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je trouve vraiment que ouais, ça a été un manque d'information. Et là, le retour sur le marché n'a pas du tout été mentionné. Pourtant, elle est de nouveau sur le marché. Alors maintenant, si on parle de la prévention, donc par tes connaissances, donc là on aborde la deuxième partie par rapport à tes préventions, à tes connaissances dans le domaine médical et ta formation d'infirmière et d'instrumentiste en bloc opératoire. Qu'est-ce que tu penses finalement de la gestion de cette crise Covid? Enfin, quelle est ton impression? Alors, tu es peut-être moins spécialiste qu'un immunologue ou voilà, mais tu as eu des connaissances enfin, au niveau de prévention, au niveau de tes cours, au niveau de voilà. Qu'est-ce que tu penses finalement de cette gestion de la crise actuelle? Moi, je suis quand même très étonnée parce qu'on nous apprend vraiment, on a carrément des examens chaque fois, que ce soit dans les soins de base ou que ce soit ensuite au niveau chirurgie, qu'on sait que c'est pas le même niveau d'asepsie, on est d'accord, hein. Donc les soins doivent toujours être aseptisés, mais ça va pas être la même chose justement dans un cas d'isolation, par exemple de contact, de micro-gouttelettes ou d'aérosol, ce qui est le cas du Covid. Donc pour moi, vraiment, ce qui est étonnant, c'est déjà la prévention primaire, c'est-à-dire de parler, d'en parler, essayer de justement trouver des stratégies en fait, et puis des solutions pour comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aider au mieux la population pour ces gestes barrières. Donc si tu donnes voilà, un exemple, ce serait la distance sociale, la distance primaire, que ça soit clair. De se stériliser les mains, mais où trouver du stérilium, voilà. Ensuite, secondaire, ça aurait été plus, ou qu'est-ce que ça ferait si on ne l'utilisait pas, enfin voilà, vraiment tout un débat là-dessus. Alors voilà, ensuite, en secondaire, pourquoi pas avoir fait des flash pub, flash TV ou prospectus, où vraiment on montre vraiment comment se laver les mains, quelles sont les parties qu'on oublie partout, rien que le lavage des mains à l'eau avec le savon par exemple, qui peut suffire aussi, mais à l'extérieur, quand et comment le faire et pour pas non plus en abuser. Parce qu'on voyait clairement qu'il y avait des gens, c'était par outrance, donc c'est bon, ils se vidaient la bouteille dessus parce qu'ils ne savaient pas quand, quoi, qui, comment, où, ce qui est quand même des choses on les apprend, on les apprend clairement, et du coup la tertiaire là, c'est pouf, la vaccination. Mais pourquoi pas avoir mis justement toutes ces choses en place? Moi j'espère vraiment. Donc la prévention primaire et secondaire ont complètement été bâclées, si on peut dire, et en fait on est directement passé au stade tertiaire. Et puis il y avait aussi, tu m'as parlé du manque par rapport à des campagnes claires, par rapport aux masques, notamment, qu'il y a certaines catégories de la population qui pouvaient acquérir un masque en fait gratuitement, mais elles n'ont pas été correctement informées. Enfin voilà. C'est comme par exemple si on prend l'exemple des subsides ou bien de plein de choses. On va pas faire un mentorium en Suisse en disant PS, vous avez le droit à un subside si vous êtes aux études, vous avez le droit à un subside si vous avez un salaire moins de ci ou moins de ça. Enfin, mais là, c'est quand même une question de sécurité. Là, c'est une question de sécurité, on va dire, sanitaire et personnelle. Je veux dire, dans un sens, j'estime que oui, les centres médico-sociaux qui avaient ces masques, je veux dire, moi j'étais un petit peu avertie, sur le qui-vive, mais tous les étudiants qui ont une bourse d'études où les masques ne sont pas comptés dedans, vu qu'on doit tout faire le décompte, les gens au social, les gens qui sont au PC Famille, les gens à l'AI, les gens à l'ARS, ça veut dire toutes les personnes âgées, je veux dire. Il y a même sans peindre le diable sur la muraille, on pourrait dire un peu qu'ils sont plus dans une optique vraiment de... Enfin, les assureurs, ils restent purement dans une optique profit plutôt que dans une optique sécurité. Enfin voilà, parce qu'on veut avancer normalement. C'est qu'on apprend qu'en fait on a droit en présentant cette feuille-là, donc qu'on fait partie de ci ou de ça, dans les centres médico-sociaux, qu'on a droit à une boîte. Donc toi, tu aurais droit, par exemple, moi, il n'y a jamais eu de décision rendue en bonne et due forme qui t'informait. Sur papier, non, j'ai eu la chance d'avoir le bouche à oreille d'une professionnelle quand même, mais que je remercie énormément d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur certains soins que ça doit être vraiment presque stérile,
j'ai dû acheter mes propres masques au début et je me disais juste c'est un énorme gag parce que je veux dire, suivant quel patient qui est à la maison, sachant que le Lyme c'est quand même quelque chose de on va dire très changeant, c'est un Kinder surprise, on sait jamais ce qui peut arriver. On doit avoir tout le matériel à la maison et là... Par exemple, t'es sous morphine, t'as pas, voilà, enfin, tu peux pas forcément avoir... Il y a des choses où on a besoin d'un masque pour certains soins, justement pour éviter de postillonner sur du matériel stérile, parce que même en parlant, on postillonnera dessus. Et là, t'avais pas l'assistance en temps de Covid, c'était vraiment très mal orchestré. Ça, de toute façon, avec le Lyme, on est toujours un petit peu en marge, mais je pense que beaucoup de monde, moi je me suis mis vraiment transposée à la place des autres gens, où vraiment tout d'un coup je me dis mais entre les personnes âgées qui sont en train de décompenser à la maison et les jeunes qui auront des problèmes par la suite, je veux dire même d'élocution, je veux dire les enfants qui comprennent pas ce qui arrive, qui pour eux le masque pour finir devient normal, enfin je trouve ça vraiment choquant et j'estime que... Donc une prévention efficace et puis des gestes barrières et un comportement en fait hygiénique aurait certainement permis de parer en fait à une grande partie du problème, plutôt que de se perdre dans des mesures farfelues. Et tous les 3 jours, que je trouvais étonnamment aussi en Suisse, il fallait vraiment être tous les 3 jours. C'était un petit peu comme, pour moi qui regarde peu souvent la télé, parce que justement ça me fait extrêmement mal à la tête, mais je me dis, mais c'est quand même incroyable que tous les 3 jours, c'était vraiment pour moi comme une série en fait. Où il faut suivre, il faut être là, on nous tient en haleine. Ah, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. J'espère vraiment que j'espère pas qu'il y en aura une autre, mais bon, dans la vie, et vu comment ça va, c'est pas exclu, que vraiment, j'espère qu'ils prendront ça en compte cette fois en disant. Ben voilà, ils ont assez de temps pour conseil. Ils devraient avoir, prendre le temps, la prévention est extrêmement importante. Le plus important pour leur peuple, je veux dire, c'est de protéger leur peuple et c'est pas penser pharma ni vaccination tout de suite, alors qu'il y a déjà des choses de base qu'on apprend. Et par rapport au vaccin, donc au niveau, donc c'est le vaccin entre dans la prévention tertiaire, si j'ai bien compris. Et là, qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que pour toi, en fait, le fait je caricature un peu, mais je veux dire maintenant de piquer les gens à la chaîne sans regarder leur pathologie initiale et tout le temps, on t'a aussi proposé le vaccin d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que tu penses de ça, Alors moi, déjà pendant une pandémie, on a toujours appris qu'on vaccinait pas. Alors après, il peut toujours y avoir des détails et puis des choses qu'on nous explique pas. Je veux dire parce qu'il y a aussi un manque d'information qui est quand même là depuis quand même un moment par rapport même à des choses basiques comme justement on vient d'en parler, donc tout ce qui est primaire, secondaire, tertiaire qui a été très difficilement mis en place. Mais moi par exemple, je ne peux pas me faire vacciner. Si je me fais vacciner, j'ai un syndrome auto-immunistaminique qui s'est mis en place. Je veux dire, on m'a fortement d'ailleurs déconseillé de le faire du fait que c'est un vaccin qui est quand même vivant et moi, il va rentrer dans la cellule au niveau de l'ARN pour envoyer un message. Mais quel message? On a toujours des cellules spécifiques, mais pour finir, quel message va-t-il envoyer? Déjà, rien que par ce manque d'information, on n'a pas assez de recul. Pour moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Du fait que déjà rien qu'on n'a pas entendu parler de la grippe, c'est comme si le Covid avait mangé la grippe. Je veux dire, chaque année on a la vaccination de la grippe. Cette année on n'a pas eu un vent de vaccination de la grippe ni de grippe quoi. Je veux dire, oui, puis les mesures sanitaires qui ont déjà été mal faites ne peuvent pas expliquer par miracle. En tout cas, alors peut-être une diminution, mais une complète disparition de la grippe saisonnière paraît assez incroyable, effectivement. C'est pour ça ça m'a étonné. Mais c'est vrai que il y a plein de personnes du coup qui vont parce que voilà, ils vont entendre on n'a plus le droit de voyager, on n'aura plus le droit de prendre l'avion, on n'aura plus le droit de ci, plus le droit de ça. Dès que la 3e vague est apparue, ça a été un ruage sur le vaccin. Et il faut vraiment ne pas avoir un rhume, ne pas avoir une toux, être en excellente santé. Mais ça, moi, j'ai jamais entendu cette information. Apparemment, c'est un peu. Non, mais j'entends pas en temps de Covid. C'est pas ce qu'on va dire aux gens. Ah, si vous avez déjà contracté la maladie, ou parce qu'on peut être aussi, comme très souvent, immunisé. Asymptomatique. En fait, et là, on va pas vous dire, faites attention, testez-vous positif déjà avant de faire le vaccin.
Parce que si vous êtes positif, ça peut générer des conséquences, hein, parce que vous êtes immunisé en même temps. Un mois, en plus, pendant un mois, le vaccin, il monte jusqu'à la 4e semaine, vraiment où il est à 85%, 90% efficace avant la dose de rappel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un rappel après, hein, quand même. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que pendant ce temps-là, on peut le réattraper et ensuite, on peut être porteur sain pendant cette pandémie et le redonner à d'autres personnes qui ne vont pas faire le vaccin ou ne veulent pas, ou parce que c'est pas obligatoire. Je veux dire, on a des droits de l'homme et ils ont encore bien expliqué que le vaccin n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé. Mais je veux dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et voilà, et c'est vrai que de faire une vaccination de masse comme ça, on ne sait pas encore les suites. Puis on peut se poser la question. Voilà, alors on arrive à la fin de cet entretien. Donc il faudrait, si je résume bien, une meilleure prise en charge et du professionnalisme dans le domaine de la santé. Des révisions législatives sont toutes importantes et on constate aussi que la vision de bon nombre de médecins à l'heure actuelle est malheureusement assez étroite parce qu'ils subissent d'énormes pressions des entreprises pharma, des assurances et peut-être d'autres protagonistes également dans le domaine de la santé, du secteur privé notamment. En fait que malheureusement aussi la recherche n'est pas aussi incroyable et efficace qu'on le dit tous les jours en Suisse, qu'il y a certaines maladies encore qui ne sont pas forcément bien appréhendées et traitées par rapport à d'autres pays. Ça c'est clair, c'est vraiment surprenant parce qu'on est censé chaque fois, j'entends, mais pourtant c'est en Suisse, c'est le paradis médical, je veux dire c'est le number one. Alors oui, c'est le number one, mais j'ai envie de dire, si on veut rester number one, je pense qu'il faut qu'on pousse un peu les bibiches là, parce que et un peu peut-être élargir sa vision. Ça, parce que la Suisse, ok, c'est un pays qui fait partie de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Europe dans un sens, mais je veux dire, il y a quand même les pays voisins, ils sont pas là pour rien non plus, donc moi je dirais un petit peu de une prise de conscience, voilà. Aussi de voir que chez les autres il y a peut-être aussi une avancée à prendre en compte et puis peut-être des fois un petit peu aussi travailler parce que là il y a une perte de confiance de la population générale par rapport aux autorités et tout, par rapport au système de santé qu'on a. Donc voilà aussi voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo aussi, prendre conscience de choses qui en fait voilà que en fait le Covid a été un révélateur de certains dysfonctionnements de notre système de santé qui en fait étaient déjà là, qui couvaient, mais où ils arrivaient à tasser un peu l'information. Et aussi rendre compte que oui, il y a plein de gens dans la population, mais on oublie souvent ceux qui sont en marge, c'est-à-dire ceux qui subissent aussi comme vous le peuple, mais différemment, et qui sont oubliés. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci Marianne, c'est vraiment merci Leïla, merci à toi.